coup, on est de retour pour la deuxième partie de ce webinaire. Premier job, premier bulletin de paye. Donc la deuxième partie, j'ai décroché un job, pardon. Donc l'entretien est passé, c'est bon, tout est prêt, on va aller travailler, mais j'ai encore des questions. Alors, quelle question te vient tout de suite à l'idée dans ce genre de situation? À quelle heure je commence? C'est une question bête. C'est où est-ce que je vais, à quelle heure je commence et de qui je dépends, avec qui je vais travailler. En fait, c'est quand même une question essentielle parce qu'on peut se retrouver un peu bête. Hmm. On arrive sur son lieu de travail et puis on est soit en retard, soit en avance. Donc il faut toujours se poser cette question-là importante. À quelle heure? Où est-ce que je vais? Parce qu'on peut se retrouver dans des entreprises qui ont plusieurs lieux, même dans des cafés, hôtels, restaurants, qui ont plusieurs lieux de terrasses et autres. Donc ça, c'est quand même une question essentielle. C'est à quelle heure et où est-ce que je vais travailler. Deuxième question, c'est est-ce que j'ai l'obligation de porter un uniforme? Ah Alors, on oui. n'a pas abordé ces questions-là ensemble, mais si votre employeur vous demande de porter un uniforme, parce que le job l'impose, c'est à l'employeur de vous apporter cet uniforme. C'est à lui de vous le donner. Ça s'appelle un uniforme. Ça veut dire que il doit mettre à votre disposition tout ce qu'il faut pour représenter son entreprise. Voilà, ou son enseigne, ou tout ce qui correspond à ce qu'il veut en fait. Ce qui n'est pas forcément obligatoire Non, selon le job. bien sûr, si tu viens travailler chez moi, tu n'as pas d'uniforme. Ok. Voilà, tu n'en auras pas. Tu viens avec tes baskets et ton sourire et ça suffit. Voilà, mais c'est quand même quelque chose d'important parce que qui dit uniforme dit après, finalement, d'autres questions, c'est qui est-ce qui lave l'uniforme, est-ce que je dois le rendre derrière? Voilà, des petites questions, mais pour les jobs qu'on a cités tout à l'heure, votre uniforme sera restitué à la fin de votre job, normalement. Je permets de dire aussi que on va aussi répondre à des questions, soit que vous vous posez, ou comme ce que tu viens de faire, des questions où on n'a même pas l'idée de se poser. Absolument. C'est-à-dire, par exemple, qui va laver mon uniforme si je dois en porter un? Ouais. C'est peut-être pas la première question euh, qui nous vient à l'esprit dans cette situation. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que là, je lis une question par rapport à cette notion d'uniforme. Vous avez la responsabilité de votre uniforme si votre patron vous le dit, et vous avez le droit de lui poser la question, mais ça me coûte de l'argent. Auquel cas, il faut savoir si c'est lui qui fait l'entretien de cet uniforme, et si c'est pas lui, c'est est-ce que vous avez ce qu'on appelle une indemnité de salissure. Il faut savoir la réclamer aussi, parce que c'est vous qui l'avez, alors vous n'avez pas à laver cet uniforme. Voilà, ce sont des petites choses comme ça qu'il faut savoir. Ça s'appelle une indemnité de salissure. Voilà. Ok. Du coup, je pense qu'on va passer aux questions on a un Ouais, peu préparées, et je oui. pense aussi les vôtres qui concernent du coup cette partie. Est-ce que je vais avoir un bulletin de travail au final, quand je travaille? Est-ce que Un contrat de travail. un contrat? Ouais. Alors, le contrat de travail, il faut savoir le demander pour savoir exactement comment va être organisé son travail. C'est quand même important de le réclamer. Mais quelquefois, vous allez postuler à une terrasse et ils vous disent c'est bon, tu viens demain. Tu seras employé. Donc le contrat de travail n'est pas obligatoire, mais il faut qu'il vous fasse la déclaration. Donc c'est pas parce qu'il vous a dit la veille que vous allez bosser le lendemain que c'est respecter la loi. Normalement, il doit vous demander votre carte d'identité, votre carte de sécurité sociale si vous en avez une, pour que lui fasse la démarche auprès de l'administration pour vous déclarer, parce que vous devez être déclaré auprès de l'administration. Alors, vous allez dire, normalement, la question, pourquoi il faut être déclaré? Déjà, si vous êtes déclaré, c'est que vous cotisez. Vous cotisez pourquoi? Pour votre sécurité sociale, et puis pour vos points retraite, demain, même si vous n'y pensez pas tout de suite, mais tout ce que vous faites aujourd'hui va vous permettre d'avoir à mettre dans une sorte de bas de laine, dans une sorte de portefeuille, un certain nombre d'argent par rapport à ce qui est prélevé sur votre bulletin de salaire pour plus tard quand vous serez à la retraite. Donc c'est important d'être déclaré. Et surtout ce qui est important, mais je ne saurais le répéter X fois, s'il vous arrive un accident sur votre lieu de travail, vous serez protégé et indemnisé par la sécurité sociale. Sinon, vous ne le serez pas. Donc c'est important d'être déclaré. Et un bobo est très vite arrivé quand on travaille, surtout dans des métiers où c'est un peu speed. Voilà, on peut glisser sur quelque chose, se casser quelque chose, on peut riper avec un couteau, enfin bref. Il y a le stress aussi du job d'été, avec des cadences qui sont assez infernales. Donc le contrat de travail n'est pas obligatoire, mais vous devez être déclaré.
La seule chose qui est obligatoire réellement derrière, et qui veut dire donc que vous avez été déclaré, c'est le bulletin de salaire. Ça, c'est obligatoire, il n'y a même pas de négociation à avoir. Ce qui veut donc dire que si un patron vous dit « vous ne l'aurez pas », là, vous avez le droit de vous fâcher. Et vous avez le droit de m'appeler. Voilà. Donc, pour résumer, le contrat de travail n'est pas obligatoire, mais il Absolument. peut être réclamé. Oui, Et par contre, le bulletin de salaire, lui, est obligatoire. obligatoire, Et absolument. s'il n'est pas fourni, Il faut se c'est... fâcher. Ok. Il faut se fâcher. Est-ce que, par exemple, question peut-être qui peuvent vous venir, est-ce que je vais être logé par mon patron si je vais travailler, par exemple, en province, donc C'est loin pas- de mon domicile? Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez parce que il y a des métiers, les saisonniers, hein, où on sait très bien que quand on est saisonnier, souvent il y a des dortoirs collectifs qui sont organisés ou des chambres, des toutes petites chambres qui sont données dans le domaine de l'hôtellerie, de l'animation aussi. Hein, tu étais logé Mm. sur place. Hein. Donc normalement tu es logé. Attention, ce qu'il faut que tout le monde sache, c'est que si vous êtes logé, vous aurez une petite ligne sur votre bulletin de salaire qui s'appelle Avantage en nature logement. Peut-être qu'on a peut-être un Ouais, exemple. je sais plus, mais voilà. Je suis pas sûre, Rémi, Non, qu'on ait mis peut-être cela. pas. Non, il n'y a pas En ça. tout cas, ça se trouve sur C'est quelle dans la zone? zone verte. Voilà, zone verte Donc en là, haut. Regarde, voilà. celle-ci. Ça sera marqué ici, avantage en nature logement. Donc ça sera mis en plus. Attention, pourquoi ça s'appelle en avantage en nature? Retenez bien cette formule-là, c'est un peu barbare, mais je vais essayer d'être la plus simple. Normalement, c'est à toi, étudiant, c'est à toi, jeune, de te loger. Ce n'est pas une obligation de l'employeur. Donc ça veut dire que si ton employeur te loge à ta place, alors que c'est à toi de le faire, mais c'est un avantage qu'il te donne. Et ça s'appelle un avantage en nature. Donc s'il te le donne, ben, l'État a dit qu'il allait prélever de l'argent dessus, les cotisations. Mais surtout, ce qu'il doit faire, c'est qu'en haut du bulletin de salaire, on le met en plus, mais on le reprend dans le net à payer. Donc on cotise dessus, mais on le reprend en bas. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas étonnés, mais retenez bien, si vous êtes logé, et attention ceux qui travaillent dans la restauration, si vous êtes nourris aussi, vous aurez un avantage en nature, soit logement, soit nourriture, qui sera en haut du bulletin de salaire, mais le même montant sera en bas du bulletin de salaire, mais plus en haut et moins en bas. Ça veut dire qu'on vous le reprend sur votre net. Parce que le patron n'a pas l'obligation de vous loger. Voilà. Donc pour faire clair sur le salaire brut, donc avec tout ça, la différence avec le net, c'est qu'on va enlever du coup toutes ces parties, donc logement, Nourriture. nourriture, blanchiment de vêtements, Exactement. Bien, tu as bien retenu, c'est bien. logé, nourri, Ouais, ouais, blanchi. ouais. Et bien. Mais C'est ça, la c'est somme ça. qui sera cotisée, par contre, restera la même. Ah, C'est- non, la Non. somme sera. Alors, si tu as 100 d'avantages en nature, tu auras X% sur 100. Les cotisations salariales, c'est à peu près 20% de son salaire. D'accord. Donc, si tu as 200 d'avantages en nature, tu auras 20% de tes 200 qui seront enlevés. Ok. D'accord? Mais il n'empêche que on t'enlève après cette valeur-là. C'est un peu barbare, hein, sincèrement. C'est un peu Mhm. barbare, mais bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que si le patron loge, nourrit, blanchit, ça s'appelle un avantage en nature. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a peut-être des questions? Est-ce qu'on bénéficie de la sécurité et des indemnités, même si On on est parle pas encore mal des arrêts rattaché? maladie, tout ça et tout là. Sur le Ah, chat. on y va sur les arrêts maladie, c'est important. Ça, on s'en doutait un peu que vous alliez poser cette question-là. Indemnité. Donc, est-ce qu'on bénéficie de la Sécu et des indemnités même si on est encore attaché à nos parents? Ah, il y en a certains là qui connaissent bien le sujet. Bon, on parle de la maladie? Allez, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en train de travailler, il peut évidemment arriver une grippe, une petite maladie ou un accident de travail, donc que vous êtes obligé de vous arrêter de travailler. Si vous êtes obligé de vous arrêter de travailler, vous devez dire à votre patron que vous êtes arrêté et que vous devez aller chez le médecin pour avoir un papier qui s'appelle une attestation d'arrêt de travail pour maladie ou autre. À partir de là, votre patron vous compte comme étant absent. Il le note, il l'inscrit. Ce qui veut dire derrière que vous avez, pour le nombre d'heures et de jours d'absence, une déduction sur votre bulletin de salaire. N'oubliez pas, je vous avais dit tout à l'heure,
vous avez votre brut, vous le divisez par 151,67 si vous êtes payé sur tout le mois, c'est le nombre d'heures dans le mois en totalité, mais vous devez connaître votre montant correspondant à l'heure travaillée. Donc si vous êtes absent une journée, si vous êtes absent une semaine, eh bien on va vous déduire la somme correspondant à votre absence, en haut du bulletin de salaire. Est-ce qu'on a peut-être une image? La fameuse zone verte, c'est ici. Ok. C'est ici. Donc on va vous enlever votre somme d'absence sur le bulletin de salaire. Alors il y en a un qui pose la question, il y a la Sécu. Ouais, le problème. Le problème, c'est qu'il faut avoir suffisamment cotisé à la sécurité sociale pour que la sécurité sociale vous verse ce qu'on appelle des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc en fait, il faut avoir soit cotisé sur les 6 derniers mois, soit avoir effectué le mois précédent 120 heures, enfin c'est aussi un peu barbare, mais il faut avoir suffisamment donné de l'argent à la sécurité sociale en payant des cotisations pour qu'elle-même vous dire « Ok, tu as assez cotisé, donc je vais te verser des indemnités journalières de sécurité sociale et la seule chose que vous devez retenir, c'est que les indemnités journalières de sécurité sociale dont vous avez entendu parler sans arrêt pendant la période du Covid sur les médias, c'est égal à 50% de votre salaire. C'est la moitié de votre salaire journalier ou horaire. Ce n'est pas de tout votre salaire. Si vous êtes absent une journée, elle ne va pas vous verser la moitié de votre salaire du mois, évidemment. Donc, vous ne pouvez, ce qu'il faut retenir, vous ne pouvez avoir d'indemnité de la Sécu que si vous avez suffisamment cotisé avant. Si c'est votre premier job, vous êtes absent, hein, tant pis pour vous. Il faut avoir cotisé. Donc pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles On en revient. Ouais, il faut se faire déclarer par son patron. Parce que sinon, on ne peut rien avoir. Et c'est ça qu'on rappelle systématiquement. À chaque fois qu'on continue à cotiser, on est protégé par toute la protection sociale qu'a organisée la France. Et c'est quand même un sacré avantage. Donc, cotiser pour la maladie et pour les accidents de travail. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a toujours des questions par rapport à la maladie? Pauline, je ne sais pas si tu en as vu quelques-unes. Non, on y a répondu avec Valérie qui est aussi active sur le chat avec moi. Merci Valérie, on te fait un petit coucou. Je pense que voilà, n'hésitez pas là si vous en avez d'autres. Je pense qu'on a répondu à tout ce qu'on... Ouais. Non, c'est bien répondu, 50% du salaire journalier de base. Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait penser l'image qui est à l'écran, heures supplémentaires. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est? Tout ce que c'est, tout ce qui ça englobe, les heures supplémentaires? Alors, les heures supplémentaires, ce sont, par explication même de ce qui est dit, ce sont des heures qui sont effectuées en supplément du nombre d'heures pour lesquelles vous êtes engagé. Bon, c'est la raison pour laquelle c'est quand même mieux d'avoir un contrat de travail. Parce que si tu es engagé dans une entreprise à temps complet, dans 151,67, donc 35 heures par semaine, et que tu en fais 38 parce que ton patron te l'a demandé, 38 moins 35, ça fait 3, et donc tu auras 3 heures supplémentaires. D'accord? 3 heures supplémentaires. Ces 3 heures supplémentaires, tu reprendras ton taux horaire. Donc si tu regardes bien sur l'écran, on a le salaire de base qui est indiqué, 151,67, c'est le nombre d'heures dans le mois. Si tu regardes bien à côté, c'est 10,15. Et là, à côté, tu as 1539,45. Ça, c'est ton salaire qui va brut, qui va t'être versé. En dessous, si tu regardes bien, tu as 17,33, c'est le nombre d'heures supplémentaires que tu as effectuées. Et 12,68, c'est égal à 10,15 majoré de 25%. Donc 10,15 fois 1,25. C'est comme ça que ça se calcule. Donc les heures supplémentaires, première chose à savoir, c'est elles sont déclenchées, ça s'appelle supplémentaires, elles sont déclenchées quand tu dépasses 35 heures et elles sont majorées de 25%. Voilà. Si tu es engagé pour un contrat de travail en dessous de 151,67, on dira que tu es à temps partiel. Si tu es à temps partiel et que tu es embauché, que ton contrat de travail dit que tu travailles 120 heures dans le mois, toutes les heures faites entre 120 heures et 151,67 seront appelées des heures complémentaires. Elles ne seront jamais majorées. Il faut arriver jusqu'à 151,67 pour pouvoir avoir un bonus supplémentaire. Voilà, j'essayais d'être un peu Non, mais je pense factuelle. que c'est très clair. Je ne savais pas ce truc de heures complémentaires quand on travaille en temps partiel, donc c'est très Alors, bien. soyez pas gênés, vous allez dire, ouais, j'ai fait plus de travail. Oui, mais si tu n'as pas atteint les 151,67 dans ton mois, tu n'auras jamais de majoration. Voilà.
Jamais de bonus. Majoration, c'est bonus. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a une question sur le chat? Le patron a-t-il droit de nous licencier en cas de maladie? Jamais. Tu es protégé, sache-le. Sache-le toujours. Maladie, accident de travail, maternité et paternité. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a pas mal répondu. Si, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ces heures ouvrent droit à une contrepartie. La majoration, si tu fais des heures supplémentaires, de la majoration, et puis ce que tu dois savoir aussi, ça existe dans le domaine de la restauration, on peut très bien te dire, tu as des heures supplémentaires, mais je te les offre en jour de repos. C'est-à-dire que une heure supplémentaire, c'est égal à 1,25 de ta journée, de ton heure, pardon. Donc on va te donner l'équivalent en jour de repos, en nombre d'heures, en fait. Voilà. Donc on peut compenser tes heures, non pas en te donnant de l'argent, mais en te donnant des jours de repos. Ça s'appelle des repos compensateurs. On a une question qui nous vient tout de suite en lien avec les heures supplémentaires. Je vais bientôt commencer d'ici peu un contrat d'intérim. Est-ce que je vais pouvoir faire des heures supplémentaires? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Mais encore une fois, tu vas dans une entreprise qui est une entreprise prestation d'intérim, mais en fait, tu vas aller travailler dans une autre société au titre de celle qui a fait ton contrat d'intérim. C'est la société qui va t'accueillir, qui va te demander de faire des heures, qui elle-même va les transmettre à la boîte qui t'embauche pour faire de l'intérim, en fait. Donc ton donneur d'ordre, c'est celui chez qui tu vas travailler. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. D'accord. Tout à fait, Coralienne. Si tu as un contrat à temps partiel, il faut que tu débloques du coup ce quota d'heures de 151,67 C'est ça. pour, après ces 51, c'est ça? Oui. Être majoré sur ces heures Exactement. supplémentaires. Avoir un bonus sur tes heures. J'espère que tu as compris avec mon explication, sinon on peut peut-être te réexpliquer, ou je pense que Solange a très bien expliqué. Ça me permet de vous dire que le live est disponible en rediffusion, donc si vous voulez le revoir, que vous avez raté par exemple le début ou un bout que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir sur la rediffusion, donc sur la rubrique vidéo de notre chaîne Twitch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser. Peut-être que je peux en poser une qui me semble très intéressante une fois qu'on a décroché notre job et qu'on se dit à quel moment je vais être payé. Alors, si vous êtes embauché pour un mois et que vous dites que votre patron vous dit voilà, vous serez payé qu'à la fin du mois, mais que vous êtes un peu de geste au niveau trésor, vous avez le droit de demander une avance ou un acompte. C'est possible. Mais ce n'est pas parce que vous avez travaillé une semaine que vous devez exiger d'être payé. Normalement, on est payé à la fin du mois. À la fin du mois, et même si vous terminez un peu avant le mois, souvent le patron il déclenche les bulletins de salaire et les paiements à la fin du mois. Donc de toute façon, à la fin du mois, vous allez être payé quoi qu'il arrive. Mais vous avez la capacité de demander des avances ou des acomptes. C'est une obligation de l'employeur que d'accepter ce genre de choses dès lors que vous avez fait la moitié de votre période d'emploi sur le mois. C'est absolument toléré. Voilà. D'accord. C'est marrant ça parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup de personnes ne savent pas. Ouais. Moi, dans mon expérience, c'est vrai que parmi toutes les... je fais pas mal d'animations donc dans les colonies, c'est donc des séjours qui durent entre 5 et 7 jours pour la plupart. C'est vrai qu'on ne prend pas le réflexe forcément de demander un acompte au bout de 3 jours, de dire est-ce que je peux être payé Mais tu as le droit. Ok. Et tu as le droit, vraiment. Et ça fait partie de tes droits. Et ça, c'est important aussi de le signaler c'est un peu le principe du premier job, premier bulletin de salaire, c'est qu'on te rappelle tes droits et tes devoirs. Tu as des devoirs vis-à-vis de l'employeur, loyauté, discrétion et ainsi de suite. Ça aussi, c'est important. On n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as quand même une obligation de loyauté, de réserve, de discrétion, de pas de discrimination de ton employeur. Mais tu as des droits. Et ce droit-là est important. C'est-à-dire que tu as travaillé, tu as le droit à. Voilà, quoi qu'il arrive. Très bien. Et l'employeur, il peut me donner les tickets resto, enfin c'est obligatoire ou pas? Mais non, belle question sur les tickets resto. On avait un peu anticipé cette question-là. On s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont réclamer? On en a déjà parlé, excuse-moi, de comment ils pouvaient nous payer de les manières donc en espèces, virement bancaire et chèque. Mais du coup aussi peut-être ticket resto, tu vas nous laisser... Oui, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que vous devez savoir impérativement que votre salaire va vous être donné.
par rapport au net qu'il y a sur le bulletin de salaire. Comment il va vous être donné? Si tu as touché plus de 1 500 €, on ne peut pas te le remettre en espèces dans le mois. D'accord? C'est le seuil. 1 500 €, interdiction de verser le salaire en espèces. Si tu es payé moins de 1 500 €, donc on peut te le verser en espèces. D'accord? Comment ça va se faire si on te le donne autrement qu'en espèces? C'est soit un chèque, soit en virement. Voilà. Est-ce qu'il te faut obligatoirement un compte en banque? C'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. Ça, c'est important de le rappeler. C'est mieux, bien sûr. Puis il est temps que tu en aies tout de même un compte en banque. Mais ça n'est pas une obligation. Donc, ça veut dire que tu peux très bien le déposer et demander à ce que ce soit libellé sur... Enfin bref, tu te débrouilles, mais ça n'est pas une obligation. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on se pose toujours la question, est-ce que je suis obligée d'être payée en ce qu'on appelle en numéraire, donc en argent? Ben non, tu n'es pas obligé. Mais il faut que l'équivalent qui te soit donné corresponde à la valeur que tu reçois. Voilà. Alors, autant dire que c'est quand même relativement rare qu'on te paye autrement, avec 1 kilo de pommes de terre ou ce genre de choses. Ben voilà, tu vois, tu ris. Oui. Non, mais c'est quand même intéressant parce que c'est des choses qui paraissent logiques, mais Oui. comme tu le dis, ce n'est pas obligatoire. Absolument, absolument. Donc, mais bon, soyez ferme, hein. Si on vous dit, avec mon beau sourire, je vais pouvoir vous payer, là, vous riez, évidemment. Mais ça n'a pas une valeur, c'est une valeur inestimable. Mais ceci dit, trêve de plaisanterie, c'est absolument important de se dire qu'il faut connaître vos droits là sur le sujet. Donc il faut pratiquement que vous exigiez aussi, c'est dans votre possibilité d'avoir exigé que vous soyez payé en numéraire, si on essaie de vous payer autrement. Commencez pas dans le troc, hein, ou n'acceptez pas le troc, ça c'est important. Et puis derrière, on vous verse l'argent à la fin du mois, vous avez la capacité de demander un acompte. Si au bout d'un mois vous n'avez pas été payé, ça commence à devenir anormal. Donc il va falloir là aussi se fâcher. On aura, je pense, une autre session, c'est comment on se fâche. On devrait faire une liste de quand il faut se fâcher. Je pense qu'il y a ça. pas mal de choses. C'est exactement ça. J'avais vu une question qui était revenue, si on peut la voir, qui concernait les contrats en auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Ouais. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui change? Oh là là, c'est terrible. Alors, on va essayer d'être un peu ferme sur le sujet. On vous demande de venir travailler, mais on vous demande d'être auto-entrepreneur. Il y a une contradiction. Auto-entrepreneur, c'est être chef de son propre job tout seul et on paye soi-même ses cotisations et ainsi de suite. Je peux le dire, on va le dire, c'est de l'arnaque à votre âge, c'est de l'arnaque, il ne faut pas accepter. Vous êtes protégé de rien du tout, vous êtes encore chez vos parents ou pas, enfin peu importe. Vous n'avez pas l'âge d'être auto-entrepreneur pour faire un job pour lequel la responsabilité de l'employeur qui vous impose de travailler de telle heure à telle heure, l'auto-entrepreneur, il fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où on vous impose de travailler de telle heure à telle heure, de faire ce job-là, avec des heures bien précis, sans convention, ben ça s'appelle, ou avec convention, ça s'appelle un contrat de travail, ça s'appelle un job. Et un job, c'est très simple, c'est ce qu'on raconte là tout de suite. Donc, obligatoirement, si on vous propose d'être auto-entrepreneur, ben refusez. C'est de l'aberration. Il faut impérativement que vous soyez protégé. Si vous êtes entrepreneur, le risque, si vous arrive, on vous demande d'être auto-entrepreneur pour aller livrer des pizzas, vous n'êtes pas protégé. Il vous arrive quelque chose, vous êtes renversé par une voiture, vous n'êtes pas protégé par la sécurité sociale parce que vous n'aurez pas fait la démarche vous-même de vous déclarer sur un certain nombre de sujets d'administration et ainsi de suite. C'est assez lourd. Et ce n'est pas encore de votre âge, c'est pas encore pour vous, ça, ce genre de sujet. Voilà. Vous allez bosser, il y a un contrat de travail ou pas, mais il y a un bulletin de salaire. Et il y a un employeur qui vous demande de travailler sous un certain format. Ça, c'est important. Je crois qu'on n'a pas répondu à la question de Pauline sur les tickets resto. Alors, on a parlé des tickets resto, mais on n'a pas vraiment dit spécifiquement est-ce que je peux avoir des tickets resto. Ouais, voilà. Donc je pense que Pauline va nous en vouloir si on ne lui répond pas. Donc en fait, quand même, que vous sachiez, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui donnent la capacité à leurs salariés d'avoir des tickets resto. Vous savez tous ce que c'est. Vous avez un ticket, l'employeur paye une partie de sa valeur et vous avez à payer une autre partie. Mais ça veut dire qu'il participe aux frais de bouche, aux frais de restauration. Donc il n'a pas l'obligation de vous donner des tickets resto. Ça n'est pas une obligation. Voilà.
Si vous allez dans un restaurant, il a l'obligation de vous nourrir si vous travaillez le matin et l'après-midi. Là, il a l'obligation. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut avoir à se mettre en tête. La seule obligation, chers étudiants, autant que vous êtes à nous écouter, c'est que si vous êtes en région parisienne ou si vous êtes dans une grande agglomération urbaine et que vous prenez les transports en commun, l'employeur a l'obligation de participer à 50% de votre ticket pour vous rendre ou pour prendre les transports en commun, le métro, le bus et ainsi de suite. Donc votre ticket d'abonnement, le pass Navigo, vous présentez le pass Navigo pour un mois, il a l'obligation de participer à 50%. C'est une obligation. Attention, il faut le présenter, bien évidemment. Et si vous travaillez une journée et que vous devez aller quelque part et que vous n'avez pas de pass Navigo, vous amenez votre ticket de métro, votre ticket de participation à votre bus ou tout autre moyen. Maintenant, si vous y allez avec votre voiture, tant pis pour vous. C'est vraiment la participation à 50% des transports en commun. Voilà, ça c'est un droit que vous avez. Ok. Il faut le savoir. Très bien. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? Je sais pas, mais si par exemple à Paris on a déjà payé un abonnement annuel, l'employeur doit participer aussi. Si tu as un abonnement annuel et que tu travailles que pour un mois, pour ton employeur, il faut qu'il paye pour l'équivalent du mois. Donc tu vas sur le site du Pass Navigo et tu prélèves la facture que tu as reçue et c'est marqué dessus. Tu demandes l'équivalent sur le mois et le Pass Navigo, enfin le site Navigo le fait en fait. Voilà. C'est assez facile à faire. Il y avait une question sur les jours fériés. Ah. Est-ce qu'on est payé pareil, plus est-ce qu'on est payé Alors, si tu travailles un jour férié, tu es payé de la même façon que les autres jours, sauf avec certains jours fériés qui sont majorés et suivant les conventions collectives. Donc, la famille d'emploi dans laquelle tu es peut très bien avoir à te dire, si tu travailles un jour férié, on te majore de 100%, de 50%, de 20% ou autre. Donc, il faut que tu regardes dans ta convention collective, quand tu rentres dans une entreprise, tu dois savoir dans quelle famille d'emploi tu es, famille professionnelle. Tu regardes ta convention collective et tu regardes les jours fériés. Tout de suite. Tu regardes comment tu es indemnisé et immédiatement, si tu vas travailler le 14 juillet ou le 15 août, tu sauras donc combien tu vas recevoir en plus en fait. Voilà. Et dans le même genre, si on travaille la nuit, j'y pense moi aussi parce que moi aussi j'ai fait des jobs d'été, travailler la nuit aussi et c'était pas forcément clair. Alors le job de nuit est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans. Il faut le savoir ça. C'est interdit. Le travail de nuit, c'est entre 22h et 6h du matin. C'est interdit. Donc au-delà, c'est permis, mais sinon c'est interdit. Voilà. Donc travailler de veilleur de nuit quand tu as 16 ans, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Au-delà, oui, mais avant, non. Voilà. D'accord. Je vois qu'il y a une question qui revient de Lyon 0088. Et si l'on est déjà donc auto-entrepreneur, c'était donc la question, et qu'on veut travailler par exemple chez McDo donc pour un job d'été, comment ça se passe? Bien sûr, tu peux. Ton statut d'auto-entrepreneur, c'est une chose. Mais si tu veux avoir un job à côté rémunéré, comme un salarié traditionnel, tu peux le faire. Ton statut d'auto-entrepreneur, c'est que normalement, c'est que tu es libre de faire des tâches, des missions particulières. Tu es rémunéré, tu payes des cotisations dessus qui sont appelées par les organismes, mais à côté, tu as le droit de travailler. Maintenant, faut pas essayer non plus d'en faire trop. Parce que tu peux avoir aussi l'administration qui vient vérifier si le cumul de ton emploi et auto-entrepreneur ne dépasse pas les 151,67 dans un mois. Ça veut dire finalement que tu es en train d'usurper le travail d'un autre ou de prendre le travail d'un autre. Ça, c'est interdit en France. Donc, quand on travaille trop, quand on fait trop d'heures supplémentaires, c'est interdit, c'est ce qu'on appelle du travail illégal. Donc si on dépasse, il y a quelque chose qu'on doit savoir en France, si on dépasse un nombre d'heures à l'année en trop, on fait du travail illégal. D'heures supplémentaires en trop, c'est du travail illégal. Il faut faire attention à ça quand même. Des cumuls d'emplois, on ne peut pas travailler dans deux endroits différents. Travail de jour, travail de nuit, plus de 151,67, ça c'est interdit. On ne peut pas cumuler. Ok. Je ne sais pas si j'ai raté cette partie, mais lorsque on fait un job d'été, on se détache fiscalement de nos parents ou pas? Alors du coup, c'est peut-être une question qu'on a déjà répondu sur la première partie. Je t'invite
à revoir le webinaire, soit maintenant ou soit à la fin, peu importe, et donc revenir à la première partie qui était Je taffe cet été, c'est possible, où on traitait toutes les questions en rapport avec l'avant-job. Donc je pense qu'on a traité cette question. On l'a traité du point de vue sécurité sociale, mais pas fiscale, en fait. Et là, la question, je pense qu'elle est purement fiscale. Tu as le droit d'être rattaché en job sur la fiscalité de tes parents jusqu'à 20 ans ou 21 ans. Excusez-moi, j'ai plus le terme exact, je crois que c'est 21 ans. Ouais, c'est 21. C'est 21 ans, merci Pauline. Mais sinon après, les impôts t'envoient un papier à ton domicile pour te dire tu étais rattaché fiscalement à tes parents, maintenant il est temps que tu te déclares tout seul de ton côté. Mais tu peux avoir un job d'été et au contraire te rattacher fiscalement. Quel est l'avantage? Faire payer plus d'impôts à tes parents. Voilà. Il n'y en a pas plus, parce que toi, fiscalement parlant, tu ne seras pas imposé. C'est ça qui est important quand même, hein. Voilà. C'est ça, on a dit ça. On va continuer du coup à répondre à vos questions avant de passer à la troisième partie. Je repose la question, un contrat intérimaire initialement prévu sur 4 mois, on m'a dit que je signerais juste pour le premier mois et après c'est renouvelable, est-ce légal? Et peut-on faire 4 contrats sur les mois de mission? Refaire 4 contrats? Ah, est-ce qu'on a le droit de cumuler plusieurs CDD? On a une limite sur le cumul des CDD avant que ce soit requalifié en CDI. Donc, je ne sais pas dans quel corps de métier tu es, s'il y a un contrat de chantier, un contrat de mission particulier. Donc, je ne vais pas répondre bêtement en disant c'est interdit ou c'est permis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la succession des CDD est très encadrée. Si tu fais trop de CDD à un moment donné, donc il y a une limite entre le CDD, le contrat de mission et puis le contrat de chantier aussi, hein, parce qu'il y a des chantiers particuliers, auquel cas tu as la capacité de demander une requalification en CDI. S'ils ne le veulent pas, ça veut dire qu'ils auront la relation que tu as avec eux et puis sont pratiquement redevables de 6 mois de salaire derrière. Ton employeur est redevable de 6 mois de salaire. C'est assez dangereux hein, quand même d'avoir accumulé plusieurs CDD d'affilée. D'accord. Donc peut-être qu'au bout de combien de CDD on... Au bout de 3 CDD, on doit commencer à se poser la question quand Ok. même, hein. Ah ouais, 3 CDD, ça commence à devenir consécutif, hein, bien évidemment. Mais bon, il y a des grandes entreprises très, très, très connues, dont les personnes à l'intérieur, ça fait quoi, 10 ans qu'elles ont des CDD d'affilée? Bon, il y en a pour lesquelles ça ne gêne en aucune façon. Question de Lyon 0088. Je veux dire que si on a un contrat avec un employeur, on paye les cotisations à l'URSSAF en fonction de ce qu'on a gagné, Oui. ou c'est à l'employeur de payer les taxes, toujours si on est auto-entrepreneur. Alors, ce qu'il faut que tout le monde sache, c'est que tu reçois un bulletin de salaire, il y a ton brut qui te dit quelle est la base de ta rémunération, il y a les cotisations qui sont marquées sur le bulletin de salaire, et tu as ton net. En fait, toi, on va te verser que ton net, parce que c'est ton patron qui va verser toutes les cotisations, c'est-à-dire les tiennes et les siennes, à l'URSSAF. Donc, il cumule les deux. Et les deux, c'est à peu près, sache-le quand même, c'est à peu près 45% de ton salaire. Cotisation salariale, cotisation patronale, entre 45 et plus de 55% du salaire. Ça peut être assez conséquent quand même, hein. Voilà. Mais toi, tes cotisations, ils les payent directement à l'administration. Voilà. En fonction de l'emploi dans lequel tu es, d'un certain nombre de choses, c'est entre 45 et plus de 55% de ton salaire qui est versé par lui. Mais c'est lui qui les paye, c'est pas à toi de le faire. D'accord. Bon, je pense qu'on a pu faire le tour Ouais. de toutes vos questions. Je pense qu'on va pouvoir passer aussi du coup à la troisième partie. Mon contrat est terminé et maintenant.